Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Houlier. Moi, je vais vous parler un peu de mon parcours et après revenir sur les formations des différents métiers du jeu vidéo et finir par vous présenter un peu l'ensemble des sociétés à différentes échelles, que ce soit au niveau local, au niveau national et après dans le monde. Donc moi, avant, j'étais donc programmeur de jeux vidéo. J'ai participé au développement de plusieurs jeux dans différentes boîtes de studios de développement de jeux, que ce soit en France ou en Angleterre. Donc le métier de programmeur de jeux vidéo, ça va être principalement développer des solutions technologiques pour le jeu. Donc quand je parle de solutions technologiques, c'est pour tout ce qui est par exemple affichage, simulation physique, navigation des entités. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme intelligence artificielle, mais voilà, c'est ce genre de choses dont on s'occupe en tant que programmeur. On va parler aussi de programmeur moteur. Voilà, donc ça c'était moi avant. Et en fait, moi maintenant, je ne travaille plus dans un studio de jeux vidéo, mais je suis devenu indépendant. Et donc, je n'ai plus que. J'ai aussi, en plus de la casquette de programmeur, j'ai la casquette game designer, artiste, et potentiellement, si j'avais les compétences, sound designer ou autre. Maintenant, en fait, avant j'étais plus un technicien. Maintenant, j'ai aussi la partie beaucoup plus créative, donc imaginer un univers, définir les règles de jeu, le game design, établir une direction artistique, et après, toujours le rôle de programmeur, choisir les solutions technologiques. Donc maintenant que je suis indépendant, par contre, c'est vrai que tout seul, c'est vraiment difficile. Après, la difficulté aussi, c'est de trouver des collaborateurs et donc après de réussir à réaliser le jeu jusqu'au bout, jusqu'à la sortie. Je ne vais pas insister particulièrement sur le côté développeur indépendant parce que je ne pense pas que ça vous concerne. C'est plus quelque chose qui arrive une fois qu'on a déjà pas mal d'expérience et qu'on veut se mettre à son compte. Donc je vais plus revenir sur les différents métiers. Donc je vais quand même présenter mon parcours. Donc à la base, évidemment, je suis passionné de jeux vidéo, mais pas que. Énormément passionné de cinéma, d'images de synthèse, effets spéciaux. Et donc je pense que le jeu vidéo, vraiment, est la rencontre entre la création artistique et l'innovation technologique. Et donc il faut vraiment, c'est vraiment important d'avoir cette curiosité à la fois pour la technologie et pour le côté artistique. Et évidemment pour le côté ludique. Moi j'ai commencé assez tôt à me former de moi-même sur de la retouche numérique, sur ordinateur de 2D, sur des logiciels genre Photoshop entre autres par exemple, et à la modélisation 3D, avec des logiciels tels que 3D Studio ou des petits logiciels comme ça. Enfin des gros logiciels comme ça plutôt. Mais maintenant, par exemple, on a cité Blender un peu plus tôt, qui est un logiciel gratuit et libre, faut pas hésiter. Sur Internet, il y a énormément de ressources pour se former, faut vraiment pas hésiter à essayer de lancer ce genre de logiciel. Après coup, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la programmation un peu plus tard au lycée. Je me suis dirigé vers une formation assez on va dire généraliste dans le sens où elle n'est pas du tout spécialisée dans le jeu vidéo, vu que j'ai fait des classes préparatoires maths sup, maths spé, et après j'ai intégré une école d'ingénieur en informatique. C'est seulement en fin d'école d'ingénieur où je me suis spécialisé un peu en imagerie et réalité virtuelle. Voilà. Alors, maintenant mon parcours professionnel. Donc j'ai en fait tout de suite après mon diplôme d'ingénieur en poche, j'ai commencé dans différentes boîtes de jeux vidéo. Kando Games, qui était un tout petit studio à Paris, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus. Et après, je suis parti, j'avais la volonté de partir à l'étranger. Donc j'ai réussi à être embauché à Free Radical Design, qui est une boîte qui est en Angleterre à Nottingham. Alors pour donner un peu un contexte, vu que j'avais une formation non spécialisée, j'ai passé à peu près 3 ou 4 mois à essayer de monter
des petites démos technologiques, des petits jeux 3D, des choses comme ça, pour vraiment convaincre la boîte de m'embaucher, quoi. Au niveau de la langue, bon, c'est toujours un peu un problème des fois quand on va à l'étranger. Il faut savoir qu'il y a énormément de boîtes qui acceptent les étrangers. Donc en général, ce n'est pas un souci. Ils savent que les gens vont apprendre sur le tas la langue et s'améliorer très rapidement. Donc quand ils sont dans un environnement où on parle anglais, par exemple, dans mon cas. Free Radical Design a malheureusement eu des problèmes financiers, donc ça arrive assez régulièrement dans le jeu vidéo. Mais finalement avait été racheté par une autre boîte allemande qui s'appelle Crytek. Et donc le studio est devenu Crytek UK. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de partir et de revenir en France. Et je suis allé donc dans un studio lyonnais qui s'appelle Arkane Studio. Et donc au sein d'Arkane Studio, j'ai participé à la création d'un jeu qui est sorti à la fin de l'année dernière sur PS3, Xbox 360 et PC qui s'appelle Dishonored. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Et donc, suite à cette expérience, j'ai décidé de me mettre à mon compte avec vraiment la volonté de plus m'impliquer dans le créatif et pas seulement être un technicien, on va dire. Et donc, je suis maintenant revenu sur Rennes pour monter mon propre studio. Et donc, en plus de monter mon propre studio, j'ai rejoint un collectif qui soutient la création de jeux vidéo sur Rennes, qui s'appelle le West Indie Collective. Donc je passe assez rapidement en fait, ma situation personnelle pour vraiment revenir sur les métiers et la création d'un jeu vidéo. Donc il faut vraiment voir ça comme un travail d'équipe, et spécialement dans les gros studios où chacun va avoir un rôle assez spécifique. Personne n'a vraiment des casquettes multiples, des rôles multiples. Donc il y a 4 gros aspects principaux. Donc le développement de solutions technologiques, la mise en place de la conception et la mise en place du gameplay, la mise en scène des niveaux et la production de contenu. Donc l'idée c'est que même si chaque équipe travaille sur son corps de métier, on est sans cesse en communication et en collaboration avec les différentes équipes, puisque tous les éléments du jeu en général interagissent potentiellement les uns avec les autres. Au-delà des métiers qu'on a présentés un peu plus tôt, et il faut savoir qu'il y a des spécialisations au sein de ces métiers. Donc là, je prends l'exemple du programmeur. Le programmeur, il peut être un programmeur rendu effets spéciaux, un programmeur UI, donc c'est User Interface, donc c'est interface utilisateur. Ça peut être réseau, ça peut être audio, physique, enfin la simulation physique, ça peut être outils, puisqu'en fait, on ne développe pas que pour le jeu en lui-même, mais on développe aussi des outils pour faciliter la création d'un jeu. Ça peut être aussi spécialiste intelligence artificielle, ou gameplay, qui reste quand même, on va dire, une spécialité, mais assez généraliste. Donc le travail, le développement de solutions technologiques. Donc là, par exemple, j'ai juste mis une photo. Alors je ne sais pas évidemment si vous allez bien voir, qui est tirée en fait du moteur Unreal et du jeu Gears of War, où là, il s'agit en fait d'un outil pour régler les animations faciales. Donc c'est les animations en fait du visage lors des cinématiques où le personnage va parler. Et donc, en fait, on développe des outils pour potentiellement régler les animations du visage. Donc ça, c'est le développement d'outils. Et au niveau du développement de moteur, ça va être donc principalement du développement qui ne correspond pas du tout aux éléments de jeu à proprement parler. Donc, ce n'est pas les mécaniques de jeu, mais plus des aspects, on va dire, fonctionnels, comme l'affichage, le son, la communication réseau, ce genre de choses. Donc là, je n'ai pas vraiment trouvé, parce que c'est un peu difficile de trouver des images très représentatives. Donc la partie gameplay, ça va être de développer les éléments de jeu. Ça va être mettre en place différentes entités. Donc les entités, ça peut être des bonus, ça peut être des personnages, ça peut être des checkpoints dans les levels, ça peut être énormément de choses. Donc ça, c'est des éléments de jeu. Ça peut être
des éléments qui correspondent aux règles de jeu. Donc ça va être des murs invisibles parce qu'on doit rester dans les limites du niveau, des choses comme ça. Au niveau du gameplay, il y a énormément de travail sur le contrôle du joueur. Alors le contrôle du joueur, ça va être évidemment la façon dont le joueur va évoluer dans l'environnement 2D, 3D, mais ça aussi correspond par exemple à la gestion de la caméra, pardon, puisque des fois la caméra, il y a différentes manières de présenter un jeu. Il y a ce qu'on appelle le first person, donc à la vue à la première personne, où on ne voit pas le personnage principal, celui qu'on contrôle, où on voit juste ses mains ou ses pieds. Il y a le contrôle à la third person, où là on va contrôler le personnage avec une caméra qui va être en point de vue un peu en arrière, au-dessus. Il peut y avoir le contrôle par exemple les jeux de plateforme en 2D de côté, comme on a vu avec Mario, où là on suit le personnage de côté. Au niveau gameplay, on va aussi considérer tout ce qui est interface. Dans le jargon, on parle d'interface homme-machine, mais oui, les interfaces utilisateurs. Donc tout ce qui va être sur le menu, mais aussi tous les éléments présents visuellement, comme la jauge de vie, le nombre de munitions qui nous reste, ou des choses comme ça. Et également, on va travailler sur les comportements d'intelligence artificielle et comment un ennemi, par exemple, va réagir à telle situation ou à telle autre. Donc là, on parle donc de la production de contenu. Donc on parle en fait en anglais, c'est le terme assets. Et donc ça correspond à la création d'éléments de jeu, mais ouais, du contenu. Donc ça va être les sprites 2D, ça va être donc les images en pixels dans Mario pour les personnages, pour les environnements. Ça peut être aussi des modèles 3D. Donc là, on parle de mesh avec des polygones qu'on développe dans des outils comme Blender, par exemple. On va parler donc de production de contenu, de l'animation, que ce soit de l'animation 2D de sprites pour Mario, où là, en fait, c'est une succession d'images on appelle ça un flipbook, c'est-à-dire en gros comme de l'animation traditionnelle où quand on dessine les différentes postures du personnage et en fait on fait tourner les pages pour l'animer. Et après il y a de l'animation 3D où là c'est plus de l'animation, on parle d'animation squelettale puisqu'en fait il y a un squelette que l'on va animer directement et qui va après répercuter les mouvements sur le mesh. Donc ici, par exemple, on voit une image d'un modèle 3D d'un modèle 3D pour Dishonored, le jeu sur lequel j'ai travaillé. Donc en plus de ça, il va y avoir aussi la production, je n'ai pas parlé, mais des textures. Donc en fait, c'est sur les polygones, on applique les textures, c'est ce qui donne cet aspect avec les vêtements, les choses comme ça. Et après, il y a la production de contenu audio. Et enfin, la mise en scène des niveaux. Donc là, c'est beaucoup plus les level designers qui vont être en charge de ça. Je sais qu'à Arkane Studio, on avait une spécialisation qui s'appelait Architect Designer. Donc le level designer se focusait sur la mise en place du layout, on va dire, du jeu, c'est-à-dire à tel endroit, je veux que le joueur ait besoin de sauter sur telle plateforme ou des choses comme ça. Et après, le level architect est en charge de plus l'aspect visuel en fait, donc au niveau atmosphère, et donc il travaille conjointement avec le level designer pour mettre en place les niveaux, et donc intégrer les éléments de gameplay et les assets.